Hello à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Gzouv pour parler de son univers, de son parcours et de la magie qui se cache derrière ses mots. Installez-vous confortablement, servez-vous un cappuccino et laissez-vous inspirer par cette conversation autour des livres et de l'écriture. Bonsoir Francis et bienvenue sur le podcast. Bonsoir Jess. Comment ça va ? Ça va, c'est toujours assez rigolo de faire des interviews comme ça à distance. Donc, c'est un peu spécial puisque je fais d'habitude dans un cadre professionnel qui n'a rien à voir avec la littérature. Donc voilà, ça change un peu les codes, c'est rigolo. Bah écoute, on y va, c'est parti. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors, en quelques mots, s'il fallait résumer, je dirais que moi, dans mon œuvre, ce qui me plaît, c'est la transmission, le fait que je suis passionné par tout ce qui touche à l'intelligence au sens large, et donc forcément, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est différence, qui peut fonctionner autrement ou diverger. D'accord. Donc en fait, quand on réunit ces trois-là, on retrouve dans tous mes romans une volonté de transmission, avec des sujets qui tournent autour de l'intelligence naturelle ou artificielle. Ok, ça promet. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Est-ce que tu as eu un déclic ou est-ce que ça s'est construit au fur et à mesure de ta carrière ? Alors, j'ai mis beaucoup de temps avant d'écrire pour de vrai, on va dire. Il y a eu des petites tentatives. La première, ça a été en 2000. Où j'ai commencé à écrire mon premier roman, qui s'est arrêté au bout de 50 pages à peu près. Roman que j'ai retrouvé en juin 2021, alors que je cherchais totalement autre chose. En fait, un support de formation, je l'ai lu et je l'ai continué dans l'élan. Et sa date de mise à jour, c'était la date de naissance de mon deuxième fils. Donc en fait, j'écris quand mon esprit n'est pas occupé par autre chose. Et là, mes enfants m'ont occupé 21 ans, quoi. Ah oui, c'est une bonne occupation. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as commencé à écrire, donc tu nous as dit en 2000, mais est-ce que tu as eu des petites envies plus jeunes, plus tôt dans ta vie ? Alors, en fait, c'est assez rigolo parce que moi, j'ai commencé à écrire à plus de 50 ans. Quand on écrit, on découvre des choses et puis on comprend ce qu'est l'écriture en écrivant aussi. Et en fait, il paraît qu'à l'école primaire, mes camarades, lors des récréations, me demandaient la suite de l'histoire de la récré d'avant. D'accord, sympa. Donc je pense qu'il y avait une base pour raconter des histoires. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est raconter des histoires et faire passer des choses au travers de ces histoires. Mais je pense qu'il y a une base depuis longtemps. J'avais eu des petites tentatives d'écriture avortées à droite à gauche tout au long de ma vie, voilà. Mais je suis vraiment parti à 55 ans. Enfin voilà, j'ai fini un premier jet pour la première fois à 55 ans. Et depuis, j'en ai fait 12 autres. Waouh. Alors justement, tu as écrit après 50 ans, donc tu as eu 50 ans de ta vie pour pouvoir te former, pour pouvoir découvrir des auteurs, des œuvres. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui nourrit cet univers ? Alors, déjà en primaire, je me souviens que, je ne sais pas si vous connaissez ces petits livres rouges qui étaient une collection de Jules Verne, des bouquins rouges et dorés. Oui. Ça se faisait beaucoup à l'époque où il y avait 1 ou 2 ou 3 romans de Jules Verne dedans. Donc ça, j'ai toute une collection que j'ai dévorée, qui, je pense, m'a donné goût à la fois à la science-fiction, parce que Jules Verne, c'était quand même la science-fiction à l'époque, même si aujourd'hui, il n'est plus tout à fait considéré comme ça. Et puis, j'ai croisé assez tôt aussi Les Misérables, que j'ai relu récemment d'ailleurs, avec un bon 40 ans d'écart, et c'est pas du tout la même œuvre en fait qu'on reçoit. C'est ça qui est assez rigolo. Et j'ai beaucoup lu adolescent de science-fiction, donc Ray Bradbury, Wells, Van Vogt et ainsi de suite. Voilà, il y a que Barjavel que j'ai raté très bizarrement et que j'ai lu récemment. D'accord, moi j'avais lu La Nuit des Temps, qui m'avait beaucoup plu.
J'ai lu La Nuit des Temps il y a pas longtemps, et j'ai lu l'effondrement, là, comment ça s'appelle, Ravage. Puisque dans mon dernier roman, il y a une panne électrique qui provoque la catastrophe, et tout le monde me disait quand je pitchais mon roman, c'est comme dans Ravage. D'accord. Donc j'ai lu Ravage, et en fait ça n'a rien à voir. Tant mieux. Lui il parle de l'effondrement, moi je parle du rebond bien après. D'accord, ok, voilà. Ça marche. Si tu devais décrire l'âme de tes romans, ce serait quoi? Est-ce que tu as un thème, une émotion, une couleur ou quelque chose qui parle de tes romans? Alors, dans l'âme des romans, en fait, ça dépend des romans, des idées que je vais faire. J'écris du polar et de la science-fiction. Quelqu'un m'a dit un jour que mes polars avaient un peu d'anticipation et que mes livres de science-fiction avaient pas mal de suspense. J'ai d'ailleurs écrit un polar qui se sublime en dystopie en cours de route. D'accord. On démarre dans un polar, on finit dans une dystopie. Donc c'est pas un hasard. Je me balade un peu entre les deux genres, sachant que j'aime bien le suspense, j'aime bien intéresser les gens et les tenir en haleine pour qu'ils découvrent et qu'ils aient envie de lire. C'est vrai que la plupart de mes livres sont qualifiés de page turner ou des choses comme ça. Mais je suis aussi capable d'écrire des choses totalement inclassables, comme Eux, qui est en gros la dérive d'un apprenti auteur qui veut absolument réussir et qui est prêt à aller très très loin pour réussir. Ok. Alors tu disais E pour H-E-U. Tu as l'habitude d'utiliser, ça s'appelle comment déjà, des trigrammes. Des trigrammes. Ouais. Comment ça t'est venu cette idée de mettre des trigrammes, pour faire tes titres? Alors, en fait, ça m'est venu avec un livre qui s'appelle Jeb, Gödel, Ster et Bach, qui était aussi avec un trigramme. Et quand j'ai fait mon premier livre, j'ai voulu rendre hommage, on va dire, à Douglas Hofstadter, qui est l'auteur de ce livre-là, qui est connu de certains universitaires, mais qui a un livre très scientifique, très pointu, où il avait une idée que j'avais trouvée absolument géniale à l'époque. J'étais en études supérieures, et il illustrait des concepts scientifiques très compliqués avec l'histoire d'Achille et de la tortue qui discutaient entre eux, qui essayaient de faire des choses, et on avait une histoire intéressante, et à côté de ça un chapitre qui allait analyser les choses scientifiquement en profondeur et la théorie qu'il y avait derrière. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça me ressemblait aussi dans mon envie de transmettre en même temps que de divertir sur une histoire. Et du coup j'ai repris ça, et je me suis aperçu que c'était quand même relativement intéressant, notamment dans le monde d'aujourd'hui. Le trigramme, c'est très copain avec le langage SMS, comme on dit. C'est-à-dire que c'est très facile de désigner. J'ai eu très vite des lecteurs qui me parlaient du trigramme et qui allaient jusqu'à oublier la traduction complète, et qui avaient besoin d'être aidés pour savoir à quoi correspondait ce trigramme. Et en fait, quand on fait des miniatures de vignettes pour vendre son livre en ligne ou des choses comme ça, on s'aperçoit que même réduit, la couverture continue d'être lisible en termes de titre. Oui, c'est vrai. Alors que sinon, dans la plupart des cas, quand on réduit en vignette, on voit une image et tout, mais on n'arrive plus à lire le titre, on arrive à peine à lire le nom de l'auteur, et ainsi de suite. Voilà. Donc je trouvais ça très très bien, et c'est devenu ma marque de fabrique. Puisque aujourd'hui, quand tu vois un livre avec un trigramme, j'ai plein de mes lecteurs qui m'identifient directement avec cette logique, et je l'ai même imposé à l'éditeur. D'accord. Qui trouvait que le trigramme prenait trop de place, ainsi de suite au début, et qui a fini par l'adopter aussi, me concernant uniquement, bien sûr. Oui, c'est ta signature. Voilà. Ok. Est-ce que tu te souviens de la première histoire que tu as écrite et ce qui t'a poussé à l'écrire? Alors, cette fameuse histoire de 50 pages. Complètement, voilà. Cette histoire de 50 pages, c'est la nouvelle organisation, qui est, je dirais, un titre qui veut rien dire dans l'absolu, ce qui est un peu l'idée de base qu'il y a dans le roman. On veut cacher quelque chose derrière ça. En fait, j'ai eu à l'époque on va dire une aventure. Alors aujourd'hui, ça paraîtrait les mœurs sont un petit peu évoluées, mais je dirais que avant 2000, en France, on avait l'habitude de rouler un peu vite. Oui. Moi un peu plus que les autres, ce qui m'a valu une expérience en tribunal de police. D'accord. Voilà. Et il se trouve que dans ce roman-là, on a quelqu'un qui s'amuse à faire sauter les tribunaux. Voilà. Effectivement. Donc je pense qu'il y a quand même une relation, quoi. Après, il y avait un côté dans l'écriture, il y avait un côté défouloir et réparateur qui était quand même très fort.
Moi, j'ai beaucoup de comment on va dire, d'émotions quand je travaille, même si c'est des romans scientifiques et tout ça, j'ai quand même beaucoup d'émotions dans l'expression qui passe dans le livre, qui passe dans l'écriture. C'est une activité qui en soi m'intéresse toute seule. D'ailleurs, je ne pensais pas du tout être édité à l'époque avec ce livre-là. D'accord. Quand je l'ai relu 20 ans plus tard, il m'a reprovoqué des émotions. Alors, je ne sais pas si c'est le rappel de ce que j'ai vécu pendant l'écriture ou en tant que lecteur, au contraire, ça a marché. Mais je l'ai continué dans la foulée, je l'ai terminé. Et quand je l'ai terminé, j'ai voulu le faire lire à des copains, dont un m'a dit « Ah, mais moi je lis pas parce qu'un PDF, voilà, je leur avais envoyé en PDF, un PDF, c'est pas un roman, faut que tu sois édité. » Donc là, je suis passé sur une plateforme très connue d'auto-édition. On va éviter la pub. Et donc, je lui ai fait envoyer directement le roman imprimé. D'accord. Sous forme de livre pour qu'il le lise. Voilà. Et ce faisant, j'ai publié mon premier jet. Même pas bêta lu, voilà. D'accord. Avec... je crois qu'il y avait au moins 2 ou 3 fautes par page, avec toutes les corrections. C'est le début, oui. Voilà. Et la couverture par défaut d'Amazon qui est utilisée dans les tutos comme le truc à ne surtout pas utiliser. D'accord. Tu avais coché toutes les mauvaises cases. Voilà. Mais je suis un adepte de l'apprentissage par l'erreur, donc ça me gêne absolument pas. Bon, le bouquin, j'ai quand même republié à peu près une 30aine de corrections sur les 2 premiers mois. D'accord. Voilà, j'attendais que la mise à jour se débloque pour pouvoir refaire des corrections, puisqu'à chaque fois qu'on me signalait une faute, j'allais la corriger pour les suivants. Voilà. Bon, j'ai quelques exemplaires cachés dans un carton chez moi, et puis j'ai dû en vendre 30 à l'époque, donc ça doit être des trucs collector. Et puis après, j'ai appris un peu plus le métier, on va dire. Donc la bêta de lecture, la correction pro, la mise en page, et ainsi de suite, quoi. Oui, il y a toute une procédure, effectivement. Et justement, avec tout ça, quel regard tu portes aujourd'hui sur ton premier roman publié? Alors, tu nous as parlé des fautes, tu nous as parlé du manque de bêta-lecture, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce livre-là? Alors moi j'ai toujours un attachement par rapport à ce bouquin. En fait, quand je le lis, il me redonne des émotions. Alors j'ai du mal à savoir si ces émotions sont les émotions qui remontent et qui se réactivent, les émotions qu'il y avait pendant l'écriture, en fait, d'inventer, de raconter l'histoire. Je veux dire, il y a quelque chose de quand même très intéressant quand on est auteur tout seul dans sa bulle et ainsi de suite, sans avoir l'idée d'être lu. C'est l'idée de forger une histoire, de l'avoir se créer. Des fois, on écrit des mots, on est surpris de ce qu'on écrit instantanément. En fait, des fois, les personnages vont structurer l'histoire, vont faire avancer l'histoire. On a l'impression que c'est même plus nous qui pilotons en fait le bouquin. Et pire que ça, dans le polar, en fait, il y a un sentiment d'entonnoir quand on écrit un polar. C'est-à-dire que on passe son temps à éliminer des possibilités, et quand il n'en reste plus qu'une, le polar est terminé. Oui, quand on a trouvé la résolution finale. Voilà, quand on a fait la résolution finale. Mais en fait, au début, on fabrique plein de pistes et il y a plein de possibilités, et en fait, on éteint les possibilités les unes derrière les autres. Et puis à un moment donné, il y en a une qui s'impose en fait à la fin du roman. Enfin moi, c'est mon cas. Il y en a une qui s'impose, voilà. Et en fait, le roman, et je me souviens de cette sensation d'enfermement et d'un roman qui prend de la force, qui s'impose. Et duquel je peux plus faire n'importe quoi. D'accord. Et ça, c'est assez classique dans le polar. C'est que plus on avance dans le polar, moins on a de possibilités, moins on peut délirer, moins on peut, voilà. Il y a cet effet entonnoir que j'appelle dans le polar. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit en deuxième roman un roman de science-fiction complètement open bar sur l'imagination. Voilà. Ça a dû faire du bien. Ah oui, non, mais ça a été le contre-coup en fait. Et alors je l'ai commencé une semaine après avoir fini le premier jet du premier, quoi. D'accord. Et derrière, j'ai passé 4 années pleines. Enfin, j'ai écrit 12 romans en 4 ans derrière. Wow. Et j'ai passé 4 années à ne pas être plus d'une semaine sans un premier jet en cours. Ok. Ah, c'est un rythme assez fou. Voilà. Oui, j'ai l'impression d'avoir vidé du stock en fait. Parce que les idées se bousculaient. Il y a même un roman que j'ai dû arrêter parce que je pensais trop au roman d'après. D'accord. L'idée du roman d'après s'était venue s'imposer et il a fallu que je l'arrête, que j'écrive le roman d'après pour pouvoir reprendre le premier roman et continuer, quoi. Voilà, c'est ça.
D'accord, OK. Donc c'est plutôt une explosion, de l'imaginaire, qui te pousse à écrire? C'est une pulsion. Alors j'ai toujours eu cet imaginaire quelque part dans ma tête. Mmh. Pour moi, il y a un truc que j'ai remarqué assez vite et qui est extraordinaire, c'est que j'ai besoin d'ennui pour écrire. J'ai besoin de temps mort. Mmh. Je pense que j'ai écrit la plupart de mes livres dans des grands voyages en voiture. En fait, je D'accord. roule pas mal. Mmh. Et en fait, une fois, j'ai fait un Toulon-Paris avec 5 heures d'embouteillage. Ah oh! Donc là, ça a été, enfin, avec 5 heures de plus que le trajet normal à cause des embouteillages. Donc ça a été très long. J'ai beaucoup pensé. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai allumé mon PC, j'ai craché 3000 mots. Waouh! Ah oui, Voilà. effectivement. Donc je pense que j'écris dans ma tête Mmh. et que je déverse sur le papier ce qu'il y a dans ma tête, quoi, en fait. Ah, c'est pas mal comme technique. C'est pas mis en forme comme ça, c'est pas, voilà, mais en fait, j'ai vraiment l'impression de déverser. Soit j'ai du flux qui écrit, Mmh. soit j'ai pas envie d'écrire. OK. OK, Voilà. je vois. Et justement, quand tu écris, est-ce que tu rencontres des moments de doute, de blocage? Donc tout à l'heure, tu nous disais que tu avais une idée qui avait popé et qui avait arrêté l'autre roman. Mais est-ce que tu as d'autres moments où tu doutes, tu bloques, et comment tu surmontes tout ça? Alors, en fait, moi, j'écris quand j'ai envie. Mmh. Donc, le coup de la page blanche avec le rituel d'écriture où je me mets devant le PC en me disant je dois écrire et j'y arrive pas, ça me concerne pas puisque en fin de compte, j'écris quand j'ai la pulsion qui me pousse, quand l'envie me. Alors, je peux rester quelques temps sans écrire. Là, j'ai un autre projet dans ma vie très changeant et très important. Ça fait 3 semaines que j'ai rien écrit, alors que D'accord. 14e roman qui est en route, je dois en être à 10 ou 15 000 mots, mais il reste en plan, Mmh. parce que mon esprit est complètement occupé par autre chose. Et en fait, l'absence d'écriture ne me manque pas. Je constate D'accord. froidement que il avance pas, tant pis, il repartira plus tard. Et j'ai eu des choses bizarres, par exemple dans TAI, Mmh. j'ai eu l'idée qui est apparue, je me suis lancé à fond dedans comme d'habitude, j'ai écrit 5 chapitres et puis plus rien. D'accord. Et en fait, l'idée me plaisait, mais j'arrivais plus à la développer avec la façon dont j'étais parti. Mmh. Donc, je suis reparti autrement. C'est-à-dire, j'ai remis à zéro et je suis reparti à écrire le roman autrement, avec un autre point de vue, une autre base de départ et ainsi de suite. Et en fait, je suis arrivé à un point dans cette deuxième version où ce que j'avais écrit était la fin. D'accord. Voilà, se collait comme la fin parfaite de l'écriture. Donc OK. ça, c'est un roman, je sais pas pourquoi, j'ai écrit la fin avant d'écrire le début. C'est une façon de procéder, au moins comme ça tu sais comment tu y arrives. Alors, le pire, c'est que quand j'ai décidé de réécrire, je pensais pas utiliser la fin. J'ai compris que c'était la fin Mmh. quand le deuxième jet est arrivé à un certain stade où je me suis dit, bah tiens, là, ça raccroche au début de ce que j'avais dans l'autre, quoi, D'accord. de ce que j'avais écrit. Et donc, j'ai pris les 5 chapitres que j'avais déjà écrits, Mmh. j'en ai fait 3, et ils sont venus se coller parfaitement à la fin du roman. Il a fallu que je réharmonise 2-3 prénoms de personnages qui avaient changé en cours de route. J'imagine. Mais sinon, voilà, c'était ça collait impeccable. D'accord, OK, donc tu recrées, tu repars de zéro, tu fais une pause sans problème et puis hop, c'est Oui, reparti, dès qu'il y a une voilà. nouvelle idée. OK, Ouais. ça marche. Est-ce que tu peux on parlait des rituels d'écriture tout à l'heure. Mmh. Est-ce que tu en as un quand même ou pas? Un Non. endroit, un moment? Non. OK. Non, moi je vois plein de gens qui disent faut écrire le matin, faut écrire le soir, faut écrire machin, Moi je suis capable d'écrire. Il y a un de mes romans, j'ai fait le premier jet en 8 semaines. Mmh. Voilà, parce que c'était les vacances de Noël D'accord. et que je devais écrire, je sais pas, 10 heures par jour les jours des vacances. Ah oui, effectivement, tu as passé ton temps à Voilà. ça. D'accord. Voilà, j'ai passé mon temps à ça. Il y avait pas grand chose d'autre pour m'occuper, on va dire, hein, Mmh. dans ces vacances-là. Voilà, le business était mou, voilà, et j'ai passé plein de temps à écrire. Je peux des fois commencer à écrire à 10 heures du soir et Mmh. puis avoir une inspiration d'enfer et me coucher à 4 heures du matin. Ouais. Voilà, bon, j'ai la chance de pas avoir un boulot avec des horaires très prenants, des choses comme ça. Mmh. Voilà, j'ai la chance de travailler à côté pour me nourrir, mais que 2 jours par semaine en moyenne, donc ça va. Ça laisse du temps, oui. Ça laisse du temps et j'ai eu je crois que mon record aujourd'hui, ça doit être 6000 mots en une journée, quoi, un truc comme ça. Waouh! Waouh! Voilà. Ah oui, effectivement. Et des fois, je suis capable d'écrire 150 mots entre midi et 2 et puis c'est tout ce qui va sortir dans la journée, quoi. Mmh. OK. Voilà. Il y a un truc qui est évident, c'est que
quand je me mets à écrire, dans ma tête, j'ai déjà une pulsion pour écrire, je sais ce que je vais écrire, et je me mets à écrire que si j'ai envie d'écrire. Ok, donc tu fais ton aucun rituel, plan, tu fais ton plan dans ta tête. Et après, tu te lances. Plan dans ma tête, voilà, j'en suis même pas très conscient du plan, mais j'ai une vague idée de ce que ça va être. En fait, c'est l'écriture qui cisèle et qui précise l'image. C'est comme si j'avais une grosse image floue du roman et qu'elle devenait nette au fur et à mesure que j'écris. D'accord, ok. Voilà. Je faisais juste la mise au point, quoi. Voilà. C'est pas mal. Voilà. C'est un peu l'idée. Alors après, je peux écrire dans le bruit. Je peux, j'ai écrit assis sur des chaises dans des aéroports à attendre un avion. J'écris la nuit, le jour, voilà. J'écris en voiture, assis à l'arrière quand mon fils veut bien conduire. Voilà. Je suis capable d'écrire à peu près n'importe où. Le seul outil dont j'ai besoin, c'est mon PC. Et en fait, j'ai tout dans un seul document. Alors, je vais pas dire Word parce que moi j'utilise LibreOffice, mais c'est tout comme pour les gens qui connaissent pas LibreOffice, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Et oui, tu voulais dire quelque chose. Et j'écris mis en page directement. Ok. Tu fais direct. Voilà, je fais direct la bonne mise en page, ce qui me permet, quand j'envoie par exemple des morceaux à des bêta-lecteurs ou des alpha-lecteurs, qu'ils puissent me citer le numéro de ligne avec le numéro de page et tout, et que je retrouve très facilement ou corriger. Ok. Voilà. C'est pas mal. Et justement, avec l'écriture, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même ? Alors, je dirais que le plus impressionnant, c'est avoir pris conscience de mon imagination. D'accord. En fait, j'ai vécu plus de 50 ans je me raconte des histoires sans arrêt dans les voitures, j'en fabrique sans arrêt et ainsi de suite. Alors, elles sont pas toutes capables de devenir des romans, mais voilà, mais je me raconte des histoires tout le temps. Le moindre chose, j'ai une phrase entendue en croisant quelqu'un dans la rue et en marchant, et je vais me raconter une histoire qui fait que je vais avoir marché 2 kilomètres sans m'en rendre compte, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Je vais marcher en mode automatique, et voilà. Et ça, je pensais que ça existait chez tout le monde. Et en fait, en écrivant, en le mettant sur le papier, j'ai plein de gens qui me disent « Ah, mais moi, j'ai pas ça. » Voilà. Et je pense que, du coup, j'ai pris conscience que tout le monde avait pas ce mode de fonctionnement-là. Cette capacité de fabriquer des histoires tout le temps, de se raconter, enfin, ou d'inventer, voilà, des choses comme ça. Et en fait, ça fait du bien de les mettre sur papier. Même pas forcément de les publier, quoi. Après, moi, je suis arrivé à les publications un peu accidentellement. D'accord. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris, c'est que j'avais une imagination qui était peut-être un peu en dehors de la normale. Voilà, ce qui soigne énormément le problème du complexe d'imposture qu'on peut avoir quand on écrit des bouquins et qu'on les publie, quoi. Oui, ce fameux syndrome. Voilà. Qui nous pourchasse. Syndrome, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ok. Et si tu pouvais maintenant parler de ton actualité et justement de ta prochaine sortie, tu parlais tout à l'heure de ton 14e roman. Alors, j'ai écrit le 14e roman, mais j'ai le 13e qui sort dans 15 jours. Ah, vas-y, raconte. Voilà, parce que en fait, je suis toujours en train d'écrire un premier jet. Sauf qu'ayant un peu appris le métier, aujourd'hui, le premier jet, ça prend entre 1/3 et la moitié du temps pour sortir un roman. Voilà. Et je dirais que c'est dans le cas favorable, parce que là, on est sur le 13e roman, c'est un premier jet que j'ai terminé au mois de novembre. D'accord. Mais on est en édition chez un éditeur. Et sûr que quand c'est un éditeur, par rapport à l'auto-édition, c'est beaucoup plus long. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, quand j'ai fini ma bêta lecture, quand j'ai fini ma correction et que j'ai fabriqué ma couverture, mettre un livre en ligne sur les plateformes d'auto-édition, ça me prend 2 heures. Je suis informaticien à la base, donc la technique ne me pose pas de problème. Mais aujourd'hui, ça me prend 2 heures de publier un bouquin. Publier un bouquin avec un éditeur, ça prend 3 mois. Oui, il y a les corrections éditoriales aussi. Il y a les allers-retours, il y a les machins, il y a les choses comme ça. Il faut discuter avec l'infographiste, il faut discuter avec le metteur en page, il faut discuter, voilà, il faut que ça parte à l'impression, et voilà. Donc tout ça, ça prend pas mal de temps, ce qui explique que il va sortir là mi-avril. Alors que alors que j'en ai écrit un autre qui est bloqué, mais qui est pas du tout le même sujet. Donc celui de
qui va sortir mi-avril, qui s'appelle EIA, pour élimination intelligemment améliorée. Uh-huh. Voilà, donc encore un programme. Alors c'est un scoop parce que j'ai encore pas donné son titre sur les réseaux sociaux. Voilà. Oh, merci. Voilà. Donc c'est un scoop. Bon, j'irai pas jusqu'à balancer la couverture, surtout qu'en audio ça le fera pas beaucoup. Oui. Mais voilà. Et donc celui-là, il est très drôle puisque plein de gens me demandaient. Alors déjà dans le titre, EIA, on imagine que peut-être il y a de l'IA derrière. Ouais. Voilà. Et plein de gens, puisque moi j'ai commencé ma carrière, on va dire en tant que chercheur en IA et interface homme-machine. En fait, je fais le métier qui est dans Scène, mon 3e roman. Voilà. Et donc on va parler d'IA, et donc l'idée c'est de critiquer l'IA moderne, à savoir le ChatGPT, les agents IA, enfin tous les trucs à la mode, et de donner un peu mon point de vue là-dessus sur ce que ça peut donner. Alors je préviens tout de suite, c'est une enquête d'Alfonso, c'est la 6e enquête d'Alfonso. Ok. Ça, c'est dans la série. S'occupe. Voilà. Donc ça sort dans la série, et comme c'est mon 13e roman, et que pour moi 13 ça évoque un peu plus l'horreur, et les trucs à hémoglobine, bon la scène aussi, mais bon ça voilà, on n'est pas revenu dessus. Et bah du coup j'ai mis quelques gouttes d'hémoglobine en plus, et quelques gouttes d'horreur en plus. Donc on a une espèce de serial killer qui remet au goût du jour les tortures du Moyen-Âge. Voilà, tout en les filmant sur les réseaux sociaux et en demandant aux gens de voter à la romaine. Ok, effectivement, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Voilà. Et donc l'accroche de la 4e, je vais vous donner la première phrase, c'est: et si votre entreprise décidait d'assassiner le plus néfaste de ses salariés? Pas mal. Voilà. Pas mal. Ah, je retiens. Ok. Voilà. Alors, il y a l'écriture, mais il y a aussi la rencontre avec les lecteurs. Comment tu vis tout ça? Alors ça a été la 2e découverte, et notamment l'intérêt de se publier. C'est ce que j'appelle les retours, moi, en règle générale. Donc ça peut être des chroniques, ça peut être plein de choses, sachant que dans les retours, il y a un truc un peu standard, j'ai aimé, j'ai pas aimé, qui m'intéresse pas du tout en fait. Quelqu'un qui me dit j'ai adoré votre livre, ça me laisse. Ça dit pas pourquoi, comment. Voilà, ça dit pas pourquoi, comment, et puis voilà, et puis c'est presque une politesse en plus, donc c'est comme le ça va quand on rencontre quelqu'un, on sait pas ce que ça pèse vraiment, quoi. Est-ce qu'il s'intéresse à nous, ou est-ce qu'il a une formule de politesse? Bon voilà. Comme les gens qui me disent j'ai pas trop aimé, c'est pas grave, voilà. Par contre, percevoir ce que mon texte a provoqué chez la personne, ça c'est super intéressant. Je comprends. Voilà, et notamment avec eux, il y a une phrase que j'ai souvent, c'est que les gens me disent j'ai détesté. Ah. Et en fait, c'est l'histoire d'un personnage détestable. Ouais. Voilà, et dès que je creuse, en fait, je m'aperçois qu'ils ont détesté le personnage. C'est-à-dire qu'ils supportent pas l'idée d'un personnage comme ça. Ok. Ça les met mal à l'aise, en fait. Et donc c'est vachement intéressant parce que ça parle beaucoup d'eux, des choses comme ça, sachant qu'il y a 2 personnages principaux un peu en miroir, et que selon les lecteurs, ils détestent pas le même. C'est pas mal ça. Voilà. Ça dépend des affinités de tout un chacun. Voilà, c'est rigolo. Donc c'est assez rigolo parce que j'ai souvent le retour sur eux de gens qui me disent j'ai détesté. Mais alors ils ont détesté enfin c'est une mise en abîme, hein, donc il y a un livre extérieur et un livre intérieur, et ils ont détesté le personnage principal du livre extérieur ou le personnage principal du livre intérieur. D'accord. Ce qui est très rigolo parce que ils choisissent leur camp, quoi, en faisant ça. Voilà, donc voilà. Et donc à chaque fois que les gens me disent voilà, c'est ça, il y a une phrase aussi que j'adore entendre, c'est je me suis amusé, j'ai appris beaucoup de choses. Ah ouais, ça c'est sympa. Voilà. Parce que voilà, moi il y a quand même une vocation de transmission de faits scientifiques et de choses comme ça, hein. Je suis assez scientifique de base, et voilà, savoir que j'ai contribué un petit peu à transmettre 2-3 connaissances scientifiques, je suis plutôt content, quoi. Ok, voilà. Je comprends. Voilà. Et si maintenant on passait au conseil, à l'inspiration, est-ce qu'il y a une lecture qui t'a le plus marqué
et que tu recommanderais à tout aspirant auteuriste? Alors, pour moi, c'est deux questions différentes. Ok. Voilà. Il y a une lecture qui m'a énormément marqué, c'est Jeb, Gödel et Scherebach, dont j'ai déjà parlé. Tout à l'heure, oui. Bon, je vous conseille de le lire sans vous conseiller de le lire, parce que c'est quand même assez... voilà, Spécial, niche. c'est un livre qu'on lit quand on travaille dans l'intelligence artificielle et qu'on a un niveau bac+4 ou bac+5 dans le domaine. D'accord. Voilà. Donc c'est pas hyper accessible. C'est passionnant. Ce qu'il raconte est absolument passionnant. Et justement, avec Achille et la Tortue, on peut comprendre 2-3 trucs. Par contre, sur la partie théorique, c'est un peu tordu. Et puis enfin, c'est le livre. Alors déjà, c'est un pavé. Et puis en plus de ça, c'est le livre où il faut aller lire 2 ou 3 autres livres pour comprendre un chapitre. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc c'est un truc un peu costaud. Donc ça par contre il m'a donné le trigramme, il m'a donné la façon de mettre dans une histoire. Moi la seule chose qui m'intéresse c'est le roman, parce que le roman est un véhicule qui prend les gens, qui les mène. C'est comme un film au cinéma, c'est comme des choses comme ça. Je me vois pas moi demain écrire un essai philosophique, même si la dystopie est pas très loin de l'essai philosophique en général. Ouais. Mais je me vois pas écrire un essai philosophique, je me vois pas écrire de la poésie du tout. Alors ça, je comprends pas. C'est un monde que je trouve joli en lisant tout ça. Voilà, moi j'ai trouvé des trucs très jolis, mais alors je sais absolument pas comment on fait ça. D'accord. Voilà. Et voilà. Après, pour des gens qui commencent à écrire et pour éviter de refaire les erreurs que les autres ont fait, oui, toujours. Je conseillerais. Alors moi, il y a un livre que je trouve très très bien fait, qui est Le plaisir d'avoir peur de Franck Tillier. D'accord. Voilà. Il est pas connu pour pour ce bouquin-là. C'est un livre où il parle d'écriture. Ok. Voilà. En fait, il explique comment il est venu à l'écriture, comment il s'est construit, comment lui il écrit, et surtout il se compare sans aucune prétention à Stephen King, qui est l'antithèse de Franck Tillier en termes de mode d'écriture. D'accord. C'est-à-dire que Tillier, c'est l'architecte pur. Il écrit le premier mot du premier chapitre. Quand il a fait toutes les études, toutes les enquêtes, résolu tous les trucs et ainsi de suite, il connaît tout le livre par cœur. Et après, il rédige. Stephen King, il démarre un roman sur la nappe d'une table. Et à la fin du repas, il part avec la nappe. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, on est sur les deux antithèses et du coup, ça permet, je pense, aux gens de se placer et d'essayer de trouver où ils sont et de pas avoir des complexes, parce que y a des jardiniers qui ont des complexes de pas faire de plans, il y a les architectes qui se disent je vais jamais me lancer et ainsi de suite. Après, on peut mettre 3 ans à écrire un roman, c'est pas grave. On peut mettre 1 mois à écrire un roman, c'est pas grave non plus. Et en plus, ça ne présume pas de la qualité finale du roman, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Donc il y a des choses comme ça. On peut écrire avec beaucoup de mots, avec pas beaucoup de mots. Enfin, on a chacun son style. Et justement, je pense que ce bouquin, il est très très bien pour les gens qui sont au début et qui se posent des questions. Moi, j'aurais aimé le lire plus tôt. D'accord. Voilà. J'ai lu ça entre mon 8e et 10e roman, en me disant bon sang mais bien sûr, sans arrêt, ou à reconnaître ce que j'avais déjà fait. J'aurais lu ça avant mon premier roman, j'aurais pas balancé mon premier roman comme ça, c'est sûr. Ok, c'est l'erreur du débutant, effectivement, de se lancer. C'est l'erreur du débutant, voilà, c'est ça. Et alors sinon, il y a aussi un autre bouquin, alors que j'ai pas complètement fini, mais qui est pas mal du tout, qui est un peu une référence, qui est Écriture de Stephen King. Oui, ok. Voilà. Bon, ça c'est aussi pas mal du tout. C'est beaucoup plus un cours sur l'écriture et comment il faut écrire à la façon de Stephen King. Ok. Voilà, il présente pas les deux. Alors que Le plaisir d'avoir peur, on a vraiment les deux images. On a un Franck Tillier qui voit très bien l'autre façon de faire et qui expose les deux en prenant parti pour la sienne, bien sûr. Mais voilà, je pense que c'est beaucoup plus didactique que écriture de Stephen King. Ok. On parlait justement tout à l'heure des erreurs et des difficultés que tu as rencontrées au début. Qu'est-ce qui t'a le plus appris dans ton parcours d'écriture ? Qu'est-ce qui m'a le plus appris ? Alors, ça dépend sur quel plan on se passe. En fait, je pense que
Le suspense, l'histoire et tout, je l'avais assez naturellement. D'accord. Sur le phrasé et le style, j'avais au début un gros problème, c'est que moi je faisais de la rédaction scientifique. Ok. Et notamment de la rédaction structurée, où notamment on ne change pas de mots si on ne change pas de concept. Ok. Donc la répétition est une qualité. Ok. Voilà. Ouais. Donc quand je suis passé à l'écriture, on va dire littéraire, effectivement j'avais beaucoup de répétitions et je trouvais ça très bien. Voilà. Oui. Donc alors il a fallu évoluer. Ouais. Donc là, ce qui m'a beaucoup fait évoluer, c'est ma correctrice. Qui a corrigé tous mes livres. Voilà, je l'ai même fait embaucher entre guillemets par mon éditeur pour continuer d'avoir la même correctrice chez mon éditeur. Pas mal. Voilà. Et donc, alors on travaille très très bien ensemble avec des allers-retours très efficaces. Et surtout, elle a su, comment dirais-je, adapter le niveau de correction au niveau d'auteur que j'étais. D'accord. C'est-à-dire que j'ai vu, en fait, forcément, quand on voit passer les corrections, moi, je tiens à faire mes propres corrections. C'est-à-dire, elle me fait que des commentaires. Et moi, je modifie ce que j'accepte. Je peux rejeter d'autres choses en me disant, elle a pas compris. Et il y a des fois, ça discute un peu parce que je suis pas sûr que ça se dit comme ça et ainsi de suite. Voilà. Mais j'ai appris énormément de choses. C'est elle qui m'a, par exemple, appris à dissocier la différence entre amener et apporter. Voilà. Ouais. Et qui est un truc que dans la vie courante, on confond totalement. Pas attention, oui. On fait jamais attention, tout le monde vous amène du pain alors que c'est pas correct, quoi. Voilà. Donc il y a ce chose-là. Les verbes aussi qui exigent un COD derrière où j'en mettais pas. D'accord. Voilà, ce genre de choses. Certaines concordances de temps un peu tordues. Où moi j'avais appris à l'école il y a 40 ans et depuis ça a un peu évolué. Il y a des choses qu'on fait plus. Voilà, il y a des choses comme ça. Et donc du coup ça je les ai réintégrées dans mon écriture. J'ai fait des énormes progrès en français en écrivant de la littérature, on va dire. Et en les réintégrant, bah, du coup le niveau de mon écrit a monté et elle a été capable de me critiquer à un autre niveau. D'accord. C'est-à-dire si elle m'avait dit dès le départ ce qu'elle me dit aujourd'hui, j'aurais, je pense, juste pas capté ce qu'elle me racontait. Ok, ça a évolué. Voilà, ça m'aurait semblé très bizarre, voilà. Et en fait, voilà, elle connaît mon style, elle sait comment s'évoluer, et ainsi de suite. Alors par contre, au niveau de la correction, il faut faire un peu attention, parce que des fois, il y a des gens qui s'improvisent correcteurs. Oui. Surtout sur les réseaux sociaux, les machins et tout ça, hein, voilà. Il y a des gens qui s'improvisent correcteurs. Moi, je ne crois pas du tout à la correction gratuite, par exemple. C'est dangereux, du temps, la correction gratuite. Donc, voilà. Donc c'est du temps. Et puis il y a des gens qui veulent mettre leur style ou leur patte, enfin qui attaquent le style ou dans la correction. Et ça, faut surtout pas. Bah oui, parce que ça reste le texte de l'auteur. Voilà, c'est le texte de l'auteur, quoi. Donc sur la correction, faites très attention à qui vous utilisez comme correcteur au début, et prenez des gens qui sont diplômés, parce qu'il y a un diplôme de correction et tout. C'est pas un métier qui s'improvise, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Après, en bêta lecture, j'en fais de plus en plus parce que j'arrive à mieux la gérer. Maintenant, je fais carrément un mail d'introduction avec des directives pour les bêta lecteurs, en disant faites ci, corrigez pas les fautes, faites ci, faites ça, voilà. Et en fait, sur mes derniers livres, j'ai une dizaine de bêta lecteurs. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est de trouver des primo bêta lecteurs, parce que je veux toujours avoir des bêta lecteurs qui m'ont jamais lu. D'accord, pour avoir un œil neuf. Pour avoir un œil neuf, notamment les polars. Pour moi, on doit pouvoir commencer par n'importe lequel. Si on a lu les autres avant, il y a quelque chose qu'on peut laisser passer parce qu'on le sait, parce qu'on a lu avant et qui poserait problème. Donc, je veux toujours avoir des primos. Et j'essaye aussi d'avoir des hommes bêta-lecteurs, ce qui est très compliqué. Il y a quasiment que des femmes bêta-lectrices. Oui, fort probable. Oui. Aujourd'hui, voilà. Alors, j'ai eu 2 bêta-lecteurs, et qui se sont essoufflés avec le temps et ou ont été appelés à d'autres choses dans la vie. Et bon, voilà, ça prend pas mal de temps. Donc voilà, donc je fais beaucoup de bêta lecture aujourd'hui. En général, je laisse 1 mois et demi facile aux bêta lecteurs, à partir du moment où je leur donne le texte, pour me faire des retours. Et je tiens compte surtout des retours qui sont communs à plusieurs bêta lecteurs. Ok, là où tout le monde a repéré quelque chose. Voilà. Pas tout le monde, mais dès qu'il y en a 2 ou 3 qui me disent oh là c'est un peu lent, là j'ai pas compris, là je regarde. D'accord. Après, quand il y a des gens qui me disent tu peux pas dire ça quand même, c'est un peu violent. Oui, après il y a la subjectivité et la sensibilité de chacun. Ouais.
Disons que le bêta-lecteur peut être encore très subjectif, ce que peut pas se permettre un correcteur. Oui, tout à fait. Voilà. Je comprends. Alors justement, en plus de tout ça, si tu devais donner un conseil de plus à l'écrivain que tu étais à tes débuts, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, j'ai trouvé un merveilleux double sens à ça. Moi, j'adore la polysémie de la langue française. C'est un truc qui me passionne aussi. Il faut dire, dans l'IA et tout, on faisait beaucoup de linguistique dans les années 90 en même temps. Et là, je dirais, relis-toi et relis-toi. Ok. Donc, relis-toi L-I-E. C'est-à-dire, il faut se connecter aux autres, notamment la bêta-lecture, les choses comme ça. D'accord. Il y a plein d'auteurs qui ont écrit leur premier roman, qui est leur trésor, je comprends très bien, et qui veulent pas le faire lire aux autres parce qu'ils ont peur d'être piratés. Oui. Très honnêtement, ça, c'est une légende urbaine. Voilà. Quelqu'un va pas prendre votre texte pour le corriger, pour le publier, gagner de l'argent avec. Parce que tout ce qu'il aurait, c'est des droits d'auteur, et très honnêtement, les droits d'auteur, c'est pas ça qui vous enrichit énormément. Ou alors, il faut qu'il le vende à des dizaines, voire des centaines de milliers d'exemplaires. Voilà. Ouais. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. Et l'éditeur qui a besoin de texte à publier, il en a des brouettes qui sont déversées chez lui et qui sont assez valables et tout ça. Donc, piquer le texte d'un auteur, honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, surtout si le texte il n'est pas fini, quoi. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de faire lire aux autres, des choses comme ça. Si vous voulez, vous envoyez votre texte par mail pour avoir une antériorité juridique s'il y a besoin. Si vous voulez vous rassurer, vous le signalez quand vous envoyez le truc en disant aux gens c'est pas la peine de pirater, de toute façon, j'ai pris mes précautions. Voilà. Ça vous rassurera plus que ça les dissuadera parce que j'ai jamais eu de plagiat ou de gens qui sont amusés à copier. Alors, par contre, une fois que votre e-book est sorti en ligne sur les réseaux, oui, là, il y a des gens qui piratent. Oui. Il y a des gens qui font du téléchargement gratuit de vos livres et ainsi de suite. Ça, c'est ça. Mais un livre qui est en cours d'écriture, voilà, reliez-vous aux autres et faites des feedbacks et des choses comme ça. Et puis, l'autre chose, c'est relis-toi LIS. Parce que il faut se relire et il faut. Enfin, moi aujourd'hui, quand j'ai fini mon premier jet, la première chose que je fais, c'est une grosse pause. Oui. Il faut. Voilà. Voilà, je fais une pause de 5 jours, il faut que le truc commence à sortir de ma tête ou quoi que ce soit, et après, je reprends mon truc au début, et je le lis comme un lecteur. Voilà, c'est-à-dire que j'ai enlevé, alors avec un correcteur orthographique très connu qu'utilise tout le monde, j'ai enlevé la majeure partie des fautes, celles qui vont m'accrocher les jeux que je vais avoir envie de corriger quand je vais relire pour que je puisse avoir une lecture un peu fluide, et je vais relire mon livre comme un lecteur. Voilà. D'accord. Je dis souvent, je suis mon premier lecteur, mais je vais relire mon livre. Voilà. Donc en gros, voilà, faut se relier et faut relire. Ok. Relis-toi et relis-toi. C'est une très belle philosophie. Je note. Maintenant, si tu devais choisir entre la lecture et l'écriture, qu'est-ce qui t'aide le plus à respirer ? Moi, j'écris sans problème. J'ai lâché des lectures pour écrire. D'accord. Je n'ai jamais lâché l'écriture pour lire. D'accord. Voilà. Donc voilà, même si les gens me disent ouais, il y a tel bouquin qui est en même temps que tu devrais lire avant, non, je vais finir mon livre et ainsi de suite. Et puis éventuellement sur un temps de pause ou quoi que ce soit, je vais lire. Mais depuis que j'écris, c'est vrai que je lis très peu. Ma lecture, ça se réduit à, allez, on va dire 3 bouquins, 4 bouquins par an. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment très très peu par rapport à ce que je lisais à une époque. En fait, ça va être des trucs qui sont très ciblés. Et voilà, les 2 derniers, enfin dans les 4 derniers, il y a 2 Barjavel et il y a 2 bouquins sur l'écriture. Oui. Ok. Voilà. Donc je lis des bouquins sur l'écriture. Je sais que Minier en a fait un. Je crois que je vais le lire aussi après celui de Stephen King. Ok. Voilà. Ça, je savais pas, tiens. Je vais noter. Ok. Maintenant, si on veut te suivre, savoir ce que tu écris, ce qui va sortir, soutenir ton travail, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, site web, c'est le point central pour aller partout. Alors, il n'est pas très joli, je suis d'accord. Je suis pas du tout graphiste. Mais en fait, vous avez mon site web, donc www.xouv.fr.
qui va vous présenter en fait tous mes bouquins, qui va vous donner tous les liens vers les chroniques et des choses comme ça. D'accord. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 120 chroniques sur Ah, Babelio. pas mal. Sur les 12 titres, hein, voilà. D'ailleurs, Babelio est une plateforme où je rectifie souvent parce qu'il y a des gens qui viennent avec des rééditions de mes livres et qui créent un nouveau livre. Ah. Et donc, il faut que je les refusionne assez régulièrement. Là, j'ai vu il y a pas longtemps qu'il y en avait 13 au lieu de 12. Donc, il y en a un qui doit être en double. D'accord. Sur 2 éditions différentes, puisque j'ai un éditeur qui m'a repéré sur les salons et qui, en fait, réédite mes livres. Enfin, mes 6 premiers livres étaient auto-édités, en fait. Hein. Moi, D'accord. j'étais 13 auto-éditions. Et depuis, j'ai un éditeur qui s'appelle VT Édition, qui a édité mon 7e livre et qui est en train de reprendre toute ma série polar. D'accord. Voilà, Ok. donc effectivement, tous mes polars existent en 2 éditions, celle d'auto-édité avant et puis celle après. Et comme il change avec la maison, et il change le format, il change la couverture, enfin il le met à son look et ainsi de suite. Donc on a l'impression que ce sont 2 livres différents, mais en fait c'est les mêmes. Donc je m'amuse à les refusionner sur Babelio régulièrement. Il y a une procédure pour faire ça. D'accord. Voilà, donc j'ai pas mal de commentaires là-dessus. J'ai aussi des commentaires sur Amazon, mais malheureusement le commentaire Amazon, même s'il est soi-disant vendeur, il est éphémère, puisqu'à chaque fois que mon éditeur réédite un livre, je perds tous les commentaires qu'il y avait sur l'ancien bouquin. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça, selon les livres, il y a beaucoup moins de commentaires que sur Babelio, où voilà, il y en a jamais plus. Et puis sinon, il y a aussi du Booknode ou des choses comme ça que je suis de beaucoup plus loin. D'accord. Et je diffuse mon actualité principalement sur Instagram. Ok. Sachant que je mets Thread et Facebook en esclave d'Instagram. D'accord, donc, tu publies quelque sur chose Instagram et va sur les cross-publié autres. de l'autre côté. Voilà, c'est ça. D'accord, donc ce sera Francis Xouv, auteur pour ceux que ça intéresse, et je mettrai tout dans la barre de description. Voilà. Et puis sinon, je me suis tenté un peu de TikTok. Sauf que je m'aperçois que le support vidéo, moi, c'est très chronophage pour moi. D'accord. Donc je fais surtout des rushs de salon, en fait. Voilà, j'informe pas mal sur les salons à venir, et puis à chaque fois que j'arrive sur un salon, j'ai une petite vidéo traditionnelle qui est de me mettre à l'entrée du salon et de faire le parcours jusqu'à mon stand dans le salon. D'accord. Voilà, si ça dure trop longtemps, j'accélère les vidéos. Oui. Et puis voilà, mais c'est pas monté du tout, quoi. Hein. C'est juste du rush comme ça. Parce que voilà, faut choisir ses priorités en termes de temps, et fabriquer du contenu pour TikTok, c'est pas la mienne, quoi. Voilà. Oui, ça demande du temps, beaucoup. Oui, je sais de quoi je parle. Donc oui, je comprends parfaitement qu'il vaut mieux des fois avoir moins de réseaux, mais plus d'engouement ou plus d'activité sur un seul réseau pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Ok. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu nous as tout raconté, ou est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire? Non, j'ai pas tout raconté, mais bon, on va pas y passer la nuit non plus. Non, je pense que déjà on a un bon panorama en fait sur ton œuvre. Ce que c'est que l'écriture. Moi, je ne pense pas en écrire un autre à chaque fois que j'écris un livre. Ça fait 13 fois que je me trompe. Certainement le meilleur pour tout le monde. Voilà. Bon. Donc voilà. Et donc voilà. Et puis sinon, il y a mon bouquin qui sort dans 15 jours. Donc si vous avez déjà lu des Alfonso et que vous attendez la suite, puisque je sais que certains lecteurs lisent mes livres de science-fiction, puisqu'ils s'impatientent d'avoir l'Alfonso suivant. D'accord. Et comme il n'arrive pas, il se tente vers la science-fiction, et j'ai souvent des réflexions du style « Ah, je savais pas que la science-fiction c'était ça. Ah, finalement, j'aime bien la science-fiction », et ainsi de suite. En sachant que c'est à peu près le même style, hein, donc je pense qu'il y a aussi une attirance de style. Voilà, là-dessus, c'est assez intéressant comment dirais-je, de passer de l'un à l'autre. En fait, voilà, il y a des choses qui sont transmises dans les deux, et moi, dans mon esprit, je suis pas aussi cloisonné que ça d'un genre à l'autre. D'accord. D'ailleurs, j'ai des bouquins qui n'ont pas de genre. Oui, tu disais tout à l'heure que ça commence comme en polar, ça finit en dystopie. Je crois que c'est celui-là. Oui. Celui-là, il y a eux aussi qui a aucun genre.
On m'a parlé de littérature grise en me disant que c'était ce qu'il y avait entre le blanc et le noir. Voilà, ou que de huis clos psychologique, mais bon, ça donne rien. Et puis, un jour aussi, pour m'amuser, j'ai écrit l'autobiographie du méchant du premier polar. Oui, exact. Voilà, donc ça aussi, au niveau classement, c'est une autobiographie, mais fictive. Oui, c'est ONL, c'est ça, je crois. Voilà, c'est ONL, qui est le miroir de LNO. Tout à fait. Voilà. Ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup Francis pour ce moment passé ensemble. Merci d'avoir partagé avec nous tout ton univers. Pour retrouver toute ton actualité, je mettrai tout dans la barre de description, donc ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tous les éléments. Eh ben, je te remercie beaucoup. Oui, ben moi aussi. C'était très sympa en fait. Ça permet de discuter, on va dire, de façon un peu plus large et un peu plus approfondie que ce qu'on arrive à faire de temps en temps en salon, notamment avec les différents lecteurs. Voilà. Oui. Écoute, merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de lire, d'écrire ou tout simplement de rêver un peu plus. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker ou à partager si le contenu vous a plu. Merci Francis, à bientôt. Et merci à tous pour votre écoute. À très vite.